journal avec vous, Maxime Soutek. Ravi de vous retrouver ce matin sur Europe 1. Soyez les bienvenus à la une de ce journal. Une question est maintenant, que peut-on faire? Quelles conséquences après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien? Conséquences économiques, vous verrez que certaines entreprises françaises seront directement impactées. Conséquences diplomatiques, comment sauver l'accord malgré tout? Dossier complet dès le début de ce journal. Le mépris a-t-il tué? Une jeune femme de 22 ans est morte après avoir appelé le SAMU. Les opératrices s'étaient moquées d'elle au téléphone et n'avaient pas pris son appel au sérieux. Nous serons avec le médecin d'Europe 1, l'urgentiste Dr Kierzek. Dans ce journal, l'évacuation très tôt ce matin de l'université du Mirail à Toulouse. L'enquête du 8h avec une question provoque. Est-on en train d'élever nos enfants comme des poules en batterie? Vous verrez qu'une bonne partie d'entre eux n'ont quasiment plus de contact avec la nature. Également sommaire, ni miracle ni débâcle. Les Herbiers ont perdu en finale de la Coupe de France contre le PSG. Petite défaite 2-0. Et puis c'est la vente du siècle, vente aux enchères de la collection d'art du petit-fils Rockefeller. Record hier soir pour un Monet et un Matisse. 8h15, l'interview politique. Les députés sont-ils prêts à se sacrifier? La réforme des institutions arrive aujourd'hui en Conseil des ministres. Elle prévoit 30% de parlementaires en moins. On en parle avec le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens. C'est une grave erreur. Barack Obama sort de son silence et de sa réserve pour critiquer le choix fait hier soir par Donald Trump. C'est Obama en 2015 qui avait signé l'accord sur le nucléaire iranien. Cet accord, Trump n'en veut plus. Comme promis pendant la campagne, il le déchire. Il dit qu'on ne peut pas faire confiance aux Iraniens qui ont toujours eu en tête de développer un arsenal militaire nucléaire. Inquiétude ce matin dans les rues de Téhéran. Écoutez ce professeur d'université joint par Mélanie Nunes. Aujourd'hui, renégocier avec les États-Unis un nouvel accord, c'est vraiment impossible. Aucun politicien iranien ne pourrait accepter cela. Ce serait un suicide politique. Ce qu'a fait Donald Trump, cela pourrait conduire à des affrontements et même à la guerre. L'Iran a besoin maintenant d'un geste concret de la part des pays européens. Ils doivent montrer à l'Iran qu'ils veulent maintenir leurs entreprises sur place. Par exemple, si l'Iran perçoit qu'il y a un intérêt à conserver ces accords, alors ils pourraient être maintenus. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Maxime. Directeur de la rédaction des Échos. On le comprend depuis hier soir. Donald Trump veut empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Donald Trump veut aussi empêcher Téhéran de faire des affaires avec le reste du monde. C'est pour ça qu'il remet en selle des sanctions. Nicolas, quelles conséquences peut avoir cette décision américaine sur les entreprises étrangères, européennes et donc françaises? Les conséquences sont catastrophiques. Je parlais hier soir avec le représentant d'un grand groupe européen à Téhéran. Il était absolument anéanti. C'est la fin de l'ouverture, m'a-t-il dit. Le Trésor américain a donné entre 3 et 6 mois aux entreprises étrangères pour rompre leurs engagements avec l'Iran. Dans les minutes qui ont suivi l'annonce de Donald Trump, Airbus a annoncé qu'il allait réfléchir aux conséquences. C'est vite vu. Airbus avait reçu une commande de 98 avions de la part d'Iranair. Or, selon les règles américaines, si 10% d'un avion sont américains, ce qui est le cas évidemment d'un Airbus, les sanctions s'applique. Cette commande de 17 milliards de dollars est donc évidemment compromise. Et Airbus n'est pas la seule entreprise touchée. Voilà, Renault, PSA, Total, Vinci, Bolloré, etc. sont présents en Iran. Total, avec un partenaire chinois, a prévu d'investir 1 milliard de dollars dans le développement du plus grand champ gazier du monde. Comme le contrat est antérieur au précédent régime de sanctions, la question est de savoir s'il pourrait être exempté de l'oukase américain. C'est pas évident. Pour toutes les entreprises étrangères présentes en Iran, travailler là-bas, c'est devenu un risque majeur. Le risque de se fermer le marché américain, de tomber sous le coup de poursuites judiciaires aux États-Unis. Il suffit qu'une entreprise fasse une transaction en dollars avec un Iranien pour être passible de poursuites. C'est dissuasif, c'est l'objectif de Trump, isoler l'Iran. Iran, l'inquiétant bras de fer, c'est à lire ce matin dans les Échos. Merci Nicolas Barret. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, fait 2 annonces ce matin. D'abord, la France va réunir les entreprises dont on vient de parler dans les jours qui viennent. Le ministre dit aussi qu'Emmanuel Macron s'entretiendra avec le président iranien cet après-midi. L'idée, c'est visiblement, avec les Chinois, avec les Russes, de tenter de sauver cet accord malgré le départ des Américains, dit François. Bah oui, parce que l'idée, c'est quand même d'éviter la guerre, tout simplement. S'il faut résumer l'affaire, les Iraniens, si les Iraniens décidaient à leur tour que l'accord était caduc, eh ben, ils relanceraient leur centrifugeuse pour reprendre leur programme d'enrichissement d'uranium. Or, tous les services de renseignement estiment qu'à partir de cette reprise, il leur faudrait à peu près 1 an pour se doter de la bombe, ce qui n'est acceptable
acceptable par personne, et ce qui veut dire qu'il y aura des frappes contre les infrastructures nucléaires iraniennes avant que l'Iran ne puisse s'équiper d'armes atomiques opérationnelles. Le seul moyen d'éviter ce scénario catastrophe, c'est de maintenir l'Iran dans le cadre de l'accord que vient de déchirer Donald Trump, parce que cet accord nous offrait 10 années de répit. Alors c'est pas la panacée, mais c'est 10 ans. Et le meilleur moyen de maintenir l'Iran dans cet accord, c'est que l'Europe lève les sanctions économiques comme cela a été prévu en échange de l'arrêt du programme d'enrichissement d'uranium. Et donc l'Europe s'engage à soutenir les entreprises qui feront du commerce avec l'Iran en les protégeant contre des sanctions financières américaines. Mais ça risque de déclencher une guerre économique avec les États-Unis. Et c'est ce que dit d'ailleurs Robert Malley, qui lui a mené les négociations de cet accord pour Barack Obama. C'est évidemment dangereux. Nous faisons face à une poudrière et le président Trump vient d'allumer la mèche. Donc on peut s'imaginer que demain, l'Iran décide qu'ils vont reprendre leur programme nucléaire. Est-ce que les États-Unis ou est-ce qu'Israël décideront à ce moment-là qu'il faut déclencher des frappes militaires contre l'Iran? Quelles en seront les conséquences? Didier, est-ce que ça peut marcher? Est-ce que l'Europe peut seule sauver cet accord? Honnêtement, ça ne va pas être simple, parce que le président Rouhani, vous l'avez entendu d'ailleurs par l'ambassadeur, a donné quelques semaines comme délai avant de reprendre l'enrichissement. Ça laisse un peu de temps aux Européens pour se retourner, mais c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure, Nicolas Barré. Il va falloir quand même se montrer très ferme et très persuasif pour que des entreprises européennes prennent le risque de perdre le marché américain prospère pour un marché hypothétique en Iran. Merci Didier François. Europe 1, il est 8h06, la suite du journal, Maxime Switek. L'autre grand titre à la une ce matin, c'est cet appel au secours lancé par une jeune femme à Strasbourg en décembre dernier. Naomi Moussenga appelle le 15, elle a mal, très mal au ventre, elle arrive à peine à parler, mais les opératrices au bout du fil ne vont pas prendre cet appel au sérieux. La jeune femme va décéder quelques heures plus tard. Sa famille a obtenu l'enregistrement de cet appel au secours. Voici un extrait. Allô? Dis-moi, madame. Qu'est-ce qui se passe? Oui? Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein? Madame, j'ai très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, vous pouvez appeler les pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Vous appelez SOS médecin? Au revoir. Voilà pour cet extrait. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Maxime. Vous êtes médecin urgentiste, le médecin d'Europe 1. On est évidemment sidéré par la réaction des opératrices du 15. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, dit qu'elle est indignée, qu'une enquête a été ouverte. Comment est-ce que vous réagissez face à ce qu'on vient d'entendre? Quand j'entends cette demande, bien sûr, c'est insupportable cette demande sonore. Même si elle est sortie du contexte, on voit bien la détresse de Naomi et on pense à sa détresse et on pense à sa famille. Après, il va falloir que l'enquête nous donne tous les éléments de faute individuelle ou de faute de l'hôpital, parce que on voit bien que le SAMU, dont le rôle est de trier les appels, et parmi le flux d'appels qui augmente de manière considérable chaque année, il va falloir, et c'est de plus en plus compliqué, repérer les cas graves parmi ces millions d'appels qui chaque année sont donnés au SAMU sur le numéro 15. Et ça, c'est l'enquête qui va probablement montrer que la réduction des moyens de l'hôpital public, on en parle tous les jours malheureusement, et bien les conséquences, elles sont malheureusement pour les patients. C'est-à-dire que le manque de moyens va faire que des situations comme celle-ci risquent de se reproduire, et voilà pourquoi l'enquête doit mettre en exergue ces manques de moyens éventuels et les mesures correctives. Docteur, on précise que la victime est finalement morte d'une défaillance multiviscérale sur choc hémorragique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Une défaillance multiviscérale, c'est ce qu'on appelle une défaillance de plusieurs organes. L'autre nom, c'est une défaillance multi-organique, c'est-à-dire que le foie, les reins, les poumons, puis le cœur, de manière ultime, c'est le cœur qui va s'arrêter. Eh bien, ce sont tous ces organes qui, les uns après les autres, vont malheureusement être défaillants. Et quand on parle de défaillance liée à un choc hémorragique, c'est ce qu'on appelle une hémorragie interne. Et là, on voit bien que l'enjeu, il est le plus rapidement possible de pouvoir prendre en charge, arrêter cette hémorragie avant que les autres organes malheureusement n'en souffrent. Voilà, explication du docteur Kierzek. Merci Gérald Kierzek. L'actualité de ce matin, c'est également cette évacuation à l'université Jean Jaurès à Toulouse, université du Mirail. Il était 4 heures quand 200 CRS ont évacué les étudiants grévistes qui bloquaient le site depuis plus de 2 mois. Aucune interpellation, aucun blessé à signaler. Il est 8h10, la suite du journal, Maxime Switek. Nos enfants ont perdu le contact avec la nature. Ils devraient passer 4 heures par jour dehors au moins. La majorité en est loin. Pourtant, on va le voir, c'est fondamental pour leur développement. Alors, élevons-nous nos enfants comme des poules en batterie? C'est l'enquête du 8h. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour. La prise de conscience tout vient des États-Unis via les réseaux sociaux et via un livre qui sort ces jours-ci en France et qui s'intitule Dehors les enfants. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. D'abord Virginie, pour poser le problème. Clairement, les enfants d'aujourd'hui jouent moins dans la nature qu'avant. On a des chiffres? Oui, 4 enfants sur 10 ne jouent jamais en plein air pendant les jours d'école. Donc du lundi matin au vendredi soir, ils sont enfermés. Ce sont des chiffres d'une étude récente
récente menée par les autorités de santé. Il suffit d'ailleurs d'écouter des enfants dans un parc pour comprendre à quel point le lien avec la nature est rompu. Je n'aime pas mettre les mains dans la terre. J'ai des frissons, ça me dégoûte. Il y a des vers de terre, il y a des insectes que je peux pas. Voilà, c'est clair. Tout ça part aussi d'une tendance des parents et là on se sent tous concernés de tendre vers le risque zéro. Vous vous êtes déjà entendu dire non, ne fais pas ça, attention, toutes les 5 minutes, à tel point que beaucoup d'enfants ne marchent plus pieds nus dans l'herbe, comme le disent ces mamans rencontrées sur une pelouse dans un parc. On les laisse crapahuter mais avec des chaussures, parce que c'est pas hyper propre par terre. Ils pourraient s'asseoir sur l'herbe, mais je pense qu'ils n'ont pas forcément envie de salir ou de tomber sur une bestiole ou un bâton qui leur pique les fesses. Non, je ne laisse pas mes enfants grimper aux arbres parce que j'aurais trop peur qu'il leur arrive, qu'ils tombent mal et qu'ils se fassent mal. Virginie, ça paraît anecdotique, mais quelles sont les conséquences ? Eh bien, les enfants se cassent beaucoup plus les os qu'il y a 40 ans, notamment les avant-bras. Ils ont un squelette moins solide, plus d'enfants myopes aussi parce qu'en restant à l'intérieur, ils ont moins l'occasion d'entraîner leurs yeux à regarder loin. Je regarde une branche par terre, puis un arbre à 50 mètres. Les enfants d'aujourd'hui sont aussi moins musclés. Ils ne touchent plus la terre, les fleurs, les fourmis. Ils n'utilisent quasiment qu'un de leurs 5 sens. La vue, pour jouer ou regarder un écran, ça ok. Très peu l'odorat et surtout, ils deviennent intolérants au toucher, nous dit la psychothérapeute spécialiste de ces questions, Isabelle Filiosa. La moindre étiquette sur un vêtement, « Ah, ça gratte, maman !» Et tout ça, c'est une hypersensibilité liée à un manque d'intégration sensorielle parce que les enfants sont beaucoup trop à l'intérieur. Voilà, donc ils ne touchent que des objets aseptisés par un tronc d'arbre rugueux. Ils ne se piquent presque plus jamais dans les orties. Alors, on a pris conscience de ça, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors l'idée, c'est pas de réintroduire du risque dans la vie des enfants, mais du naturel, de l'imprévisible. Donc d'essayer de tendre vers ces 4 heures de plein air par jour. On emmène donc nos enfants grimper aux arbres, progressivement évidemment, pas un enfant de 2 ans à 15 mètres de haut. Rien que 30 minutes, ça permet de doubler la capacité de la mémoire de travail, donc celle de la logique, des mathématiques, remettre des arbres dans les cours d'école et puis, passé 3 ans, eh bien on range la poussette, l'enfant doit marcher et se muscler. Merci. Enquête de Virginie Salmen avec l'aide de Benjamin Lévesque. En bref, la grève à la SNCF, 16e jour aujourd'hui, un TGV sur 2, même chose pour les TER et Transiliens. Les syndicats ont prévu de se retrouver ce soir au siège de la CGT pour s'entendre sur la suite à donner au mouvement. Europe 1, il est 8h13. Le foot, la belle histoire aura duré quasiment jusqu'au bout. Les joueurs des Herbiers ont perdu hier soir en finale de Coupe de France face au PSG. Petite défaite 2-0. Les Vendéens ont résisté et leur entraîneur Stéphane Massala s'est même pris à rêver. À un moment donné, j'avoue que je me suis dit sur un malentendu, on va peut-être égaliser. Mais bon, non, ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont dominé. Ça va très vite. Mais mes joueurs n'ont pas baissé la tête, se sont accrochés. Je pense que c'est le principal. Et le malentendu n'est jamais venu, l'entraîneur des Herbiers au micro de Julien Froment. Tout le monde en parle comme de la vente du siècle. L'immense collection d'art du petit-fils Rockefeller a commencé à être dispersée hier chez Christie's à New York. L'argent ira à des œuvres caritatives. Premier coup de marteau donc avec des records pour des tableaux de Monet, de Matisse. Le tout sous les yeux de notre correspondant à New York, Xavier Yvon. Dans la salle des ventes située dans l'immeuble Rockefeller, les coups de marteau égrènent les records. Record mondial pour un Delacroix, près de 10 millions de dollars. Record battu pour un Matisse à 80 millions de dollars. Et surtout, record pour un Monet, le magnifique nymphéas en fleurs déchaîne les acheteurs. Les enchères sont acharnées pour finir à près de 85 millions de dollars au total. Le Picasso, clou de la vente, déçoit presque seulement en 2 enchères, mais la fillette à la corbeille fleurie part quand même pour 115 millions de dollars. Ce soir, 7 œuvres au total ont dépassé les 30 millions de dollars. Très satisfait, le patron de Christie's, Guillaume Cerruti, a fait ses comptes. La vente historique de la collection Yves Saint Laurent Pierre Berger est déjà battue, alors qu'il reste 2 jours d'enchères. On se doutait que les enchères atteindraient ce soir un prix élevé, c'est le cas. On termine aux alentours de 650 millions de dollars, ce qui est évidemment pour une vente de collection le record absolu. Il y avait en plus dans la vente Rockefeller une dimension philanthropique. Car ces sommes folles iront à des œuvres de charité à la demande de la famille Rockefeller. New York, Xavier Yvon, Europe 1.